Dans cette interview, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent de l'année 1983 et de ses implications pour l'humanité. Pour Bernard de Montréal, cette année est simplement une autre année intérimaire parmi tant d'autres. Il affirme que les hommes ont de la bonne volonté mais manquent de volonté et d'intelligence pour véritablement changer les choses. Il prévoit que les années à venir ne seront pas meilleures et que l'humanité se dirige vers un cul-de-sac. Malgré cela, il reconnaît que le discours public sur le partage et l'espoir a sa place pour encourager les gens. Cependant, il affirme que personnellement, il préfère regarder le monde tel qu'il est, sans se laisser influencer par les pensées positives et les prédictions concernant le partage en 1983. Enfin, il annonce que cette année sera sa dernière en tant que conférencier public. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Roger Girard, RG, ils évoquent le fait que BDM prévoit de disparaître de la sphère publique en 1984, après avoir suffisamment partagé ses idées et informations avec le public au travers de cassettes. BDM pense que son travail n'est pas encore terminé, mais qu'il aura transmis suffisamment de connaissances pour que d'autres puissent les reprendre et les étudier. Ensuite, RG explique que pour eux, les adeptes de l'ésotérisme expérimental, 1983 est l'année du partage, où les gens décident qui prendra les pions noirs et les pions blancs, c'est-à-dire qui jouera quel jeu. Il insiste sur le fait que cela n'a rien à voir avec des groupements religieux, mais plutôt avec une vision concrète et mentale. Il donne l'exemple de la crise économique et des problèmes du capitalisme et du communisme, socialisme, soulignant la nécessité de nourrir les hommes plutôt que de nourrir les armes. BDM explique ensuite les différences entre le capitalisme, le communisme et le socialisme. Il affirme que le capitalisme souffre d'une saturation des marchés et que les gouvernements ne sont pas suffisamment en harmonie pour partager équitablement les marchés sous-développés à travers le monde. Les banques mondiales ne sont pas assez intelligentes pour comprendre l'importance de donner aux pays sous-développés une marge de crédit équivalente à celle qu'elles donnent aux pays développés. Il mentionne avoir donné du matériel à Ottawa afin d'encourager un geste nord-sud qui permettrait aux entreprises canadiennes de travailler avec les pays sous-développés et ainsi bénéficier de leur production tout en favorisant le développement économique de ces pays. BDM évoque également le cas du Mexique qui est à la fois un pays développé et menacé, soulignant la nécessité d'une entente économique entre le Mexique, les États-Unis et le Canada pour favoriser son développement. Il propose une plus grande marge de crédit bancaire au Mexique, même si cela signifie que ce pays ne pourra pas rembourser ses investissements à court terme. Il rappelle l'importance du crédit pour le développement économique, tant au niveau industriel qu'individuel, et encourage à prendre des mesures similaires dans les pays sous-développés. Le texte souligne le manque de conviction capitaliste dans les pays occidentaux, contrairement à la Russie qui a une conviction forte dans son socialisme. Cela se traduit par un manque de soutien financier aux pays socialistes, entraînant des troubles et une tendance à la subversion. Selon l'auteur, les pays occidentaux ont perdu leur couronne politique, contrairement à la Russie qui a son politburo. Cette absence de couronne empêche les pensées créatives de se traduire dans l'administration gouvernementale. L'auteur critique également les mouvements antinucléaires en Europe, qui selon lui, sont influencés par la Russie pour favoriser ses intérêts et dépeindre l'Amérique comme un pays belliqueux, bien qu'il estime que ce n'est pas le cas. Il souligne que si les pays occidentaux perdent leur hégémonie politique, industrielle et militaire, ce sera en raison de l'influence de doctrines pseudo-démocratiques ou pseudo-socialistes qui ne correspondent pas à la réalité de la relation entre l'Amérique et la Russie. L'auteur affirme connaître la vision mondiale du politburo russe et critique les politiciens occidentaux qui, selon lui, n'ont pas idée de la conscience politique russe. Il estime que pour comprendre la Russie, il faut comprendre la psychologie de la formation administrative d'un peuple socialisé par une idéologie qui ne correspond pas à la nature humaine. En conclusion, l'auteur estime que les peuples occidentaux manquent de courage politique et de conviction nationale, ce qui les empêche d'agir avec la même détermination que les Anglais lorsqu'ils ont repoussé les Argentins. Il appelle à protéger le droit de l'individu et à rester dans l'enceinte de la judéo-chrétienté. Dans ce discours, le locuteur exprime sa frustration envers les politiciens et les discours politiques vides de sens. Il souligne que des leaders solides, tels que De Gaulle et Churchill, ont été respectés par leur peuple parce qu'ils étaient capables de s'affranchir des contraintes constitutionnelles et de prendre des décisions en fonction des intérêts nationaux. Il prédit que dans les années à venir, la Russie marxiste-socialiste exercera son influence en Europe et que les pays qui ne se conformeront pas à la militarisation américaine en paieront le prix. Il critique également la présence du socialisme en Europe, en particulier en France,
et explique que le socialisme ne doit pas être essayé mais évité car il apporte un malaise et une déconvenue dans la philosophie d'une nation. Le locuteur soutient que la gouvernance doit être basée sur l'intérêt national plutôt que sur les intérêts particuliers de certains groupes ou lobbies. Il appelle à la résistance contre les influences étrangères qui menacent les fondements de la démocratie. Dans cette discussion, Bernard de Montréal évoque différents peuples et leurs personnalités. Il affirme que le peuple polonais est courageux et a une vibration spéciale, notamment grâce au soutien du Vatican. Il mentionne que si la Pologne était envahie, le pape se rendrait sur place, indiquant ainsi son soutien. Selon lui, il y aura un gouvernement invisible sur la planète après l'an 2000, qui établira la paix mondiale. En ce qui concerne la France, il la qualifie de putain et estime qu'elle est tombée dans le piège de l'existentialisme. Il décrit le Québec comme un peuple enfant, ouvert à de nouvelles idées. Il affirme qu'il y aura une insémination dans la société québécoise, sans préciser le sens exact de ce terme. En ce qui concerne les États-Unis, il les décrit comme un peuple naïf mais puissant, et met en garde contre leur réaction en cas de menace à leur sécurité. Finalement, il évoque les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis et suggère que cela a eu des conséquences plus profondes que ce qui est relaté dans les journaux. Dans cette interview, l'auteur mentionne que si nous étions plus ouverts à la communication avec les autres nations, les frontières ne seraient peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Il souligne que nous avons tendance à regarder les choses d'un seul angle et que nous devrions écouter l'invisible pour mieux comprendre les causes et les conséquences des événements, plutôt que de se limiter à nos idées politiques. En ce qui concerne la Russie, l'auteur note que le Politburo russe est inquiet face aux États-Unis, mais que les Russes ont une mentalité différente en raison de leur héritage des peuples de steppe et de leur mentalité semi-orientale. Il souligne que les Russes ont une mentalité d'attente et jouent aux échecs, ce qui explique leur stratégie politique de long terme et les mouvements géopolitiques qu'ils entreprennent. L'auteur évoque également l'idéologie marxiste-socialiste du Politburo russe, qui diffère de l'idéologie du peuple russe en général. Il explique que cette idéologie est basée sur l'attente et la prudence. Il mentionne également un ami qui a écrit un livre sur les armes psychotroniques, qui est devenu trop intelligent pour être accepté par les autorités américaines. En ce qui concerne Nikola Tesla, l'auteur souligne qu'il était un génie d'origine non américaine, mais ses contributions à la théorie électromagnétique ont été largement adoptées aux États-Unis. Cependant, il note que de nombreux ingénieurs et scientifiques américains ne connaissent pas Nikola Tesla, mais heureusement, il y a eu ces dernières années une prise de conscience croissante de son travail grâce à des efforts d'édition et de promotion. L'orateur mentionne qu'il a tenté de diffuser des informations sur le LF, extrêmement low frequency, au Canada, notamment en contactant des stations de télévision et des scientifiques, mais a rencontré peu d'intérêt. Il souligne que la Russie, en revanche, étudie le LF de manière sérieuse. Il affirme que le LF est une technologie potentiellement dangereuse qui permettrait de contrôler l'esprit humain, mais qu'elle n'est pas encore largement utilisée ni connue. Les gouvernements semblent fermer les yeux sur cette technologie car ils ne veulent pas perdre la face s'ils ne sont pas au courant. Malgré cela, l'orateur travaille dans l'ombre avec un réseau de scientifiques du monde entier pour récolter des informations sur le LF. Il prédit que le Québec deviendra un important centre scientifique dans le monde grâce à des avancées technologiques à venir, notamment dans le domaine de l'énergie. Il annonce également un futur partage scientifique à l'échelle mondiale. Dans cette discussion, Bernard de Montréal évoque le contrôle de la météo à l'aide d'ondes extrêmement basses, ELF, affirmant que cela aurait été utilisé pour provoquer des tempêtes de neige dévastatrices aux États-Unis en 1982-1983. Il soutient également que l'homme possède une double nature, à la fois matérielle et cosmique, mais que la plupart des gens ne sont pas conscients de cette dualité. Lui, ceux qui prennent conscience de leur double nature deviennent automatiquement scientifiques car ils ont accès à une connaissance totale par l'intermédiaire de leur doublure. Cependant, il affirme que vivre cette doublure n'est pas facile et que certaines entités astrales peuvent manipuler cette énergie pour entraver la créativité et l'individualité de l'homme. Il soutient que la doublure doit être exorcisée de l'astralité afin d'atteindre l'immortalité de la chair. Enfin, il évoque une future évolution de l'humanité vers un nouvel homme supramental, avec une vision renouvelée du monde. Le texte parle de l'importance de la doublure astrale de l'homme pour sa créativité, sa mémoire et son évolution. L'homme doit être en harmonie avec sa doublure pour évoluer. Les êtres de service et de domination sont présents dans l'astral et peuvent influencer positivement ou négativement l'homme. Par conséquent,
il est crucial pour l'homme de connaître les lois de l'astral, de la domination et de l'influence afin de se protéger et d'évoluer. Le texte mentionne également l'existence des Illuminati, une organisation qui utilise l'influence pour contrôler l'humanité, et suggère que les personnes conscientes de leur doublure astrale devraient agir pour briser leur emprise. Dans cette discussion, l'homme est invité à comprendre les lois de l'homme et les lois planétaires qui sont très rigides. Il est souligné que pendant l'involution, ces lois n'ont pas été expliquées à l'homme, mais l'homme peut recevoir cette information à travers des personnes en contact avec leur propre doublure. L'homme est exhorté à prendre conscience de l'influence répandue dans le monde et du partage entre le mensonge et la vérité. Il est rappelé que la vérité et le mensonge font partie de la conscience astrale, mais que lorsqu'on est dans sa doublure, on réalise qu'ils ne sont que des aspects d'une même quantification de l'énergie. L'homme est encouragé à communiquer avec lui-même et à briser complètement avec les lois planétaires, pour entrer dans sa conscience cosmique. La vérité et le mensonge sont présentés comme des valeurs interchangeables dans le mouvement historique d'une civilisation pour contenir certaines forces astrales. Lorsque l'homme sortira de l'expérience de l'âme, il pourra comprendre les lois de l'intelligence créative et entrer dans une nouvelle ère de l'intelligence supérieure. Dans cette conversation, il est mentionné que l'intelligence est une énergie en constante évolution qui pousse l'homme à changer et à voir de plus en plus loin. Cette évolution de l'intelligence permet à l'homme de se déplacer dans le temps et l'espace. Il est également évoqué que dans quelques centaines d'années, l'homme pourra se fondre dans les machines et comprendre ainsi l'espace insidéral de la conscience atomique. Cette évolution de la conscience et de l'intelligence est régie par les lois de l'influence de la matière sur l'esprit, et non par les lois astrales qui influencent le mental humain à travers les émotions. Il est ensuite abordé le retour de l'intelligence, symbolisé par le paraclet, qui est l'énergie différenciée qui rayonne à travers le double de l'homme. Cette énergie permet à l'homme de spiritualiser la matière lorsque la fusion avec son double est réalisée. Ce retour de l'intelligence a été retardé de 2000 ans afin que l'homme puisse développer son mental supérieur pour absorber cette énergie sans devenir un fanatique religieux. En réalité, cette énergie conduit l'homme à se voir lui-même, faisant de lui un instrument pour transmettre cette énergie spirituelle. Enfin, il est évoqué que la conscience la plus élevée de l'homme sera réceptive à certaines énergies à la fin du cycle. L'homme pourra utiliser une forme d'énergie universelle et la transformer à son niveau. Cette énergie sera canalisée à travers l'homme et sera sous le contrôle de sa volonté, lui permettant d'être un canal pour cette énergie. Dans cet état, l'homme aura accès à son double et pourra ainsi maîtriser cette énergie. Dans le futur, l'être humain aura la capacité de commander l'énergie et de la modifier à volonté. Il pourra créer des énergies froides et chaudes dont le taux vibratoire sera si élevé que le corps matériel ne pourra pas les sentir. Avec ces énergies, il pourra intervenir et contrôler la nature, en modifiant par exemple la composition des métaux. L'homme deviendra un alchimiste accompli et un scientiste, car il pourra pénétrer la matière et l'atome en se connectant à son double, qui représente l'ensemble de l'expérience d'une planète ou d'une galaxie. L'évolution réside dans la compréhension de la descente du double dans les planètes. L'intelligence n'est pas une simple notion intellectuelle, mais une énergie qui se manifeste à travers le double et qui peut être comprise et manipulée par l'homme. Les mystères de l'énergie ne seront dévoilés que selon les besoins de la civilisation et de l'appropriation que le double doit donner à la planète. Dans cette conversation, l'orateur explique que dans l'évolution de la race humaine vers la race supramentale, l'homme devra vivre à la fois sur le plan matériel et éthéré. Cependant, l'homme d'aujourd'hui est habitué à vivre uniquement sur le plan matériel et son intelligence est influencée par l'astralité, ce qui l'empêche d'accéder à son double. Les anciennes écoles ésotériques gardaient secrètes certaines connaissances car l'homme non préparé pourrait être détruit par la vision de son double. L'orateur affirme également qu'une personne qui entre dans une expérience de transmutation perd progressivement son intérêt pour les livres ésotériques, car l'astralité est enlevée et remplacée par une vibration venant du double, ce qui modifie la façon dont les informations sont perçues. Plus l'homme avance dans son expérience, plus son double contrôle sa mémoire et l'homme entre dans l'intelligence créative. L'énergie dont il est question dans cette discussion peut tout transformer, y compris la matière inerte. Le conférencier affirme que dans le futur, l'homme pourra utiliser cette énergie pour créer des systèmes de téléportation sur Terre. La téléportation est un moyen de recataloguer l'homme atomiquement en le projetant dans l'éther et en le reconstruisant dans un autre temps de l'éther. Cela permettrait à l'homme d'accéder à l'énergie, à l'intelligence et de reprogrammer la matière. Cependant,
il est important que l'homme soit scientifiquement intelligent. Pour utiliser cette technologie, sinon cela pourrait causer des problèmes. La téléportation est un objet révolutionnaire dans le déplacement spatial et doit être contrôlé par des hommes en contact avec leur double. La science cosmique ne peut pas être donnée à l'homme aujourd'hui car elle doit passer par le double et s'imprimer sur l'ego. La science de demain sera cosmique, c'est-à-dire réglementée par un gouvernement invisible pour l'évolution des cultures sur Terre. Des êtres seront nécessaires sur Terre avec des vies doubles pour faire partie de la nouvelle évolution de la Terre en relation avec les extraterrestres et la régence planétaire. L'homme doit contrôler l'évolution future de la planète et les extraterrestres ne peuvent venir que lorsque l'homme le souhaite. Pour cela, des êtres éthériques seront nécessaires pour contrôler la conférence par télépathie. L'homme étant déjà extraterrestre dans son double, il connaît déjà les lois et les protocoles des conférenciers. Peut reconnaître le régent planétaire. C'est le régent planétaire qui déterminera l'entrée de la science cosmique sur Terre. Les phénomènes extraterrestres actuels sont un oubli des hommes qui ont nui à l'évolution précédente de l'homme. Selon les enseignements donnés par le médium, pendant la période des Atlantes, des êtres extraterrestres étaient venus sur Terre et ont agi contre les conventions de leurs conférences, créant ainsi du karma. Aujourd'hui, ces extraterrestres sont obligés de revenir sur Terre pour rectifier les erreurs passées et préparer le terrain. Cependant, ces phénomènes extraterrestres sont largement oubliés par l'humanité, car ils ne sont pas officiellement reconnus par les gouvernements ou les instances internationales. Cela s'explique par le fait que ces missions extraterrestres visent uniquement à corriger leur propre karma et n'ont donc pas de droit ou de statut reconnu. Il est également souligné que certains extraterrestres sont plus proches de l'humanité et de la lumière que d'autres, car ils respectent plus les conventions et ont une volonté et une intelligence plus évoluées. En expliquant le concept de karma, il est mentionné que c'est une loi de mémoire et d'intelligence. L'homme, tout comme les extraterrestres, récolte du karma lorsque ses actions ne sont pas en accord avec son intelligence supérieure. Cela est dû au fait que l'homme n'exerce pas pleinement sa volonté et son intelligence divine dans la réalité matérielle, ce qui le pousse à revenir dans des cycles d'évolution pour récolter et rectifier son karma. Cependant, après la fin de ces cycles, ce ne seront plus des extraterrestres qui viendront sur Terre, mais des êtres de lumière qui n'auront plus besoin de vaisseaux pour se déplacer. Ils pourront utiliser des vaisseaux uniquement pour quitter la Terre. Ces voyages ne se feront pas à travers l'espace, mais à travers l'éther, une dimension unidimensionnelle qui permet une correspondance instantanée avec toute forme d'intelligence et la possibilité de s'approprier tout ce qui est nécessaire. Le médium explique également que le temps a 5 dimensions. Nous sommes principalement conscients de la dimension fixe, où nous donnons une durée et un commencement à nos actions en raison de notre pensée et de notre émotivité. Il existe également un temps prépondérant, plus compréhensible au niveau du double, l'aspect divin en nous, mais questionnable au niveau de l'ego ou de l'homme planétaire. Le temps du double est un temps très long pour lui, car il est imposé à l'ego afin de transmuter le corps astral et ralentir le corps mental. Le temps atomique est la vibration de l'atome qui permet au double de se déplacer dans les éthers du cosmos. Le temps galactique est contrôlé par les grands êtres pour éviter les frictions entre la matière et l'éther. Le temps des super-univers est régi par les grands Aleph, une forme d'intelligence prépersonnifiée. La science du divin oratoire permet de comprendre la mécanique divine et de créer dans le temps inférieur. Il n'y a pas de lien de parenté entre les différents niveaux d'intelligence, mais des liens d'expérience. Le Fils engendré du Père signifie que l'homme planétaire est engendré par l'homme cosmique, autrement dit, le double. Le lien de parenté a été utilisé dans une perspective symbolique et émotionnelle pour créer la religion. Cependant, la métaphysique cosmique ne nécessite aucune émotion. Le dialogue entre R. G et BDM explore la relation entre l'involution et l'évolution, ainsi que les différentes temporalités. Dans le passé, l'homme a dû se concrétiser dans le temps pour développer les corps nécessaires à la fusion. À l'inverse, dans le mouvement de glorification de l'atome, il doit retourner à la source et comprendre les lois de l'énergie. L'homme cosmique, une fois fusionné avec son double, pourra changer le cosmos et restructurer la planète, en neutralisant par exemple les requins qui interfèrent avec l'évolution de race inférieure. Il est souligné que dans le futur, il y aura une humanité avancée scientifiquement avec contact avec l'invisible, mais aussi des millions d'êtres qui ne feront pas partie de cette humanité. Enfin, il est noté que de plus en plus d'individus prennent contact avec leur double, mais certains ont peur et ferment la porte à cette expérience.
Dans cet échange, il est mentionné que parler avec son double peut être perturbant au début, mais avec le temps, ceux qui ont la bonne vibration, eux spirituels, vont réussir, tandis que ceux qui ne l'ont pas mourront. Il est souligné que l'on ne peut pas sympathiser avec les morts, mais on peut applaudir les vivants. En ce qui concerne les requins, il est expliqué qu'ils ont été créés dans un but spécifique, notamment pour réguler les océans et pour évoquer leur aspect astral, qui représente des êtres peu évolués. Ces requins astraux seront éliminés dans le futur, ce qui entraînera également la disparition des requins dans la matière. Les détails sur la mécanique de la disparition des races animales sur Terre ne sont pas révélés, car certaines informations doivent être préservées pour protéger les conventions humaines et maintenir l'équilibre avec le monde matériel. Il est ensuite mentionné que l'invasion des mini-ordinateurs sur la Terre est une manifestation de ce qui se passe dans l'invisible, mais il est précisé qu'il n'y a pas encore d'ordinateurs importants sur Terre. La Terre serait en train de récolter les dernières inventions provenant de l'astral, qui correspondraient à ce qui est créé actuellement. Enfin, la possibilité d'une troisième guerre mondiale avec une conflagration, un conflit majeur, évoqué dans les prophéties n'est pas confirmée. Il est précisé que la fin d'un cycle est simplement la fin d'un cycle, sans préciser de scénario spécifique. Selon Bernard de Montréal, à la fin d'un cycle, l'humanité doit vivre un choc, qui se manifeste à travers des événements mondiaux. Ces événements sont importants car ils permettent à l'homme de développer ses centres psychiques. Cependant, l'homme a tendance à utiliser sa mémoire pour créer des inventions destructrices, provenant de l'astral et de la mémoire de l'humanité. À un certain moment, l'homme perd le contrôle de ses forces et vit le karma de ses propres inventions, ce qui peut conduire à des catastrophes. En ce qui concerne la condition de l'homme de 1983, il n'y a pas de dualité entre la matière et l'esprit, mais une réunion totale entre les deux. Les anciennes religions et philosophies ont séparé la spiritualité de la matière, ce qui va à l'encontre des lois de l'évolution. Selon Bernard de Montréal, il faut spiritualiser la matière en élevant son taux vibratoire pour qu'il y ait de la lumière sur Terre. Toute dualité et séparation entre l'esprit et la matière est un mensonge contre l'esprit de l'homme. La planète Terre doit être exorcisée de l'astral et remplie de la lumière du double, l'esprit, afin d'atteindre un niveau de civilisation équivalent à d'autres civilisations existant dans la galaxie. Lorsque l'homme entre dans l'intelligence du double et prend conscience des lois de l'évolution, il doit réconcilier la matière avec l'esprit. Cela conduira à une civilisation surpassant celle des Atlantes il y a 12 000 ans. Les Atlantes n'ont reçu que des trucs simples, contrairement à ce qui est souvent imaginé à leur sujet. Selon Bernard de Montréal, les Atlantes étaient divisés en une hiérarchie où les maîtres et les prêtres contrôlaient le pouvoir et le transmettaient à la civilisation. Les Atlantes étaient des esclaves des forces cosmiques. Cependant, dans le futur, le pouvoir sera dans les mains de l'homme lui-même et il sera conscient à la fois matériellement et éthériquement. Les maîtres qui maintiennent actuellement l'humanité sont déjà présents dans le monde et utilisent des sectes ou des leaders pour dominer les hommes. Bernard de Montréal, en tant que chef de file, représente un aperçu de l'homme de demain, qui pense sans mémoire et transmet des informations intelligentes sans préjugés. Il indique également qu'il y a une dimension génétique dans la capacité d'un être à atteindre certaines potentialités. La génétique est la condition matérielle permettant l'absorption des capacités vibratoires. Elle est établie dans les éthers et se concrétise éventuellement dans la matière. Ainsi, il n'y a pas de lien direct entre la génétique et les caractéristiques physiques d'une personne. La matière est la finalité de la descente de l'intelligence cosmique, et la création de la matière est le plus beau phénomène de la création. L'être humain est influencé par les différents éthers qui se manifestent sur les plans éthers, d'où l'importance de l'astrosophie ou de l'astrologie. Au niveau de l'esprit, l'être humain peut être de toutes sortes, mais une fois incarné dans un corps matériel, il est régi par les lois de la génétique de ce corps. Dans le futur, certains individus auront la capacité de transmuter leur matière, brisant ainsi le lien génétique avec les races précédentes. Les forces cosmiques utilisent la génétique pour maintenir la forme humaine sur Terre, mais elles peuvent également neutraliser l'humanité par le mental de l'homme. Les influences planétaires ont une influence subtile sur l'homme, en tant que système de géographie utilisé par les forces astrales pour donner une correspondance psychologique entre la matière et les planètes. Cette correspondance est souvent influencée par l'éducation et la philosophie individuelle. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde plusieurs sujets tels que la fusion de l'homme avec son double, le rôle des planètes dans l'intelligence et l'énergie humaine, ainsi que les différentes formes de connaissances.
Il explique que Vénus est une réserve bancaire du mental humain tandis que la Lune a une autre fonction. Il soutient que des êtres d'une autre planète peuvent ajuster leur cerveau sur la fréquence vénusienne pour comprendre la conscience planétaire des humains. Bernard de Montréal affirme que l'homme dépassera un jour les sciences comme l'astrologie et l'alchimie grâce à l'utilisation de son double. Il mentionne que le Christ pourrait être considéré comme l'alchimiste et le kabbaliste idéal, mais souligne que la spiritualité se trouve dans toutes les formes de connaissances humaines. Finalement, il déclare que les hommes sont responsables de la spiritualisation de ces messages et qu'il n'est pas lui-même un homme spirituel.